Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire du coup qui est organisé par l'antenne Île-de-France et en partenariat avec le club entrepreneur de Montpellier Business School Alumni. Et on est vraiment heureux d'accueillir aujourd'hui Laurent avec nous. Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis super heureuse de te recevoir. Déjà, puisque ça fait super longtemps que je te suis sur LinkedIn, que je lis tes posts et que je suis aussi tes publications de livres. Donc là, moi, j'ai en tête le livre qui s'appelle De Jésus-Christ à Kim Kardashian, les techniques pour influencer les masses. Et effectivement, tu en as un nouveau que tu viens d'écrire et qui sera en kiosque début mars, qui est La quête de sens, changement de vie. Et si on faisait le point? Euh, donc Laurent, est-ce que tu voudrais, je sais que tu es aussi, outre le fait que tu es un écrivain prolifique et tu as, un côté entrepreneur, tu es super investi sur la partie transformation et accélération des entreprises. Est-ce que tu veux nous en parler un peu pour commencer? Oui, oui, tout à fait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi, je viens j'ai une première partie de carrière dans tout ce qui est finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui les cabinets de conseil en transformation digitale, avec donc où j'ai pas mal entrepris. J'ai été chef d'entreprise on va dire, de PME dans ce type de secteur, mais également d'une belle ETI qu'on a vendue avec mes associés en 2014. Et à partir de 2014, j'ai essayé de créer j'ai créé, parce qu'à force d'essayer, j'ai fini par réussir, un écosystème d'accélération qui s'intéresse beaucoup aux PME un peu plus traditionnelles, c'est-à-dire pas uniquement des startups, et qui leur applique des méthodes qu'on a pu voir se développer justement dans l'univers de la tech, avec j'allais dire un parti pris qui est de se dire bah, si ça marche dans la tech, pourquoi ça marcherait pas finalement sur des savoir-faire plus traditionnels et qui en plus collent un petit peu plus à notre esprit français, c'est-à-dire qui est derrière la marque France, où vous savez qu'on a on a j'allais dire des domaines d'excellence qui font un peu notre image d'Épinal, et ces savoir-faire méritent d'être accélérés également. Donc voilà, donc on a créé avec un certain nombre de mes associés des entreprises de services qui sont capables d'aider, d'accélérer, de conseiller ces entreprises-là, mais également on a investi directement pour créer ce type d'entreprise, et à force de se dire qu'on investissait dans des entreprises, on s'est dit que c'était quand même mieux de le faire à plusieurs, donc on a créé un véhicule d'investissement voilà, qui s'appuie beaucoup sur ces PME Made in France. Et ça fonctionne pas mal depuis, oui, à peu près, on va dire les prémices c'est 2014 et on a accéléré en 2016. Ouais, 2016 et maintenant, ben, on prend de plus en plus d'ampleur, notamment via euh, nos, nos outils d'influence que sont d'une part le média qui s'appelle Les Déviations, sur les gens qui changent de vie, mais également via un club d'entrepreneurs et d'investisseurs qui s'appelle les Forces françaises de l'industrie. Et alors je profite parce que j'ai oublié de le dire. S'il y a des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On a prévu un peu de temps à la fin pour y répondre. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais parce qu'on a beaucoup parlé de transformation d'entreprise aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous définir un peu ce que tu entends par influence et en fait quel est l'impact du digital sur toutes les techniques d'influence? Alors, l'influence, en fait, d'abord, j'ai une révélation à vous faire, c'est que non, l'influence n'a pas été inventée par les blogueurs et les blogueuses. C'est en fait une technique d'exercice du pouvoir qui est vieille comme le monde, et qui consiste à ce statut-là pour faire que vous m'obéissiez. C'est à peu près ça. Donc, il faut commencer par se dire que l'influence, n'est pas uniquement lié aux influenceurs, aux Instagrammeurs et à leurs techniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que finalement, l'influence s'appuie sur des éléments très grégaires, c'est-à-dire sur un certain nombre de caractéristiques biologiques, très humains, qui vont des biais cognitifs
cognitifs, hein, qu'on connaît de mieux en mieux, hein, c'est-à-dire les biais qui vont faire que votre cerveau va analyser une information d'une certaine façon et voir une partie de la réalité, mais pas le reste. Mais également tout ce qui touche à notre côté un petit peu mammifère, c'est-à-dire les hormones, c'est-à-dire, et plus généralement, on va dire, et plus subtilement, les émotions. Donc il y avait, je crois que c'était là, oui, c'est pas que je crois, c'est La Rochefoucauld qui disait ça, hein, qui disait les passions sont des orateurs qui persuadent toujours. Donc ça, en fait, quand vous voulez convaincre quelqu'un, les émotions, ce côté très grégaire finalement, très humain, fonctionne beaucoup mieux que des grands tableaux de chiffres, un raisonnement logique ou ce genre de choses. Donc ça peut être décevant, hein, on est en période présidentielle, donc on s'agace systématiquement de voir des chaînes de télé qui montrent des trucs très émotionnels, parfois très trash pour nous faire peur, ou alors au contraire un petit peu de la guimauve pour nous émouvoir. Et ben, ils le font, et notamment les hommes politiques utilisent cette technique parce qu'elle fonctionne, hein. Et elle fonctionne de tout temps. Donc c'est lié à notre dimension très humaine, et il se trouve que pour nous influencer, pour provoquer ces émotions, il n'y a rien de plus simple que des êtres humains également, hein, parce que tant qu'à faire, autant que l'espèce se reconnaisse entre elles. Donc on est doté comme ça d'un certain nombre de capteurs, d'une part, mais également on a des capacités à diffuser cette émotion auprès de nos semblables, qui eux-mêmes sont dotés de sens et d'émotion. Donc ça mène un élément important de l'influence, c'est que on est beaucoup plus influencé paradoxalement par les gens qu'on connaît et qu'on aime, en tout cas qui comptent pour nous, hein. On appelle ça le biais de familiarité, c'est-à-dire mon beau-frère, voilà, vous voulez acheter une voiture, votre beau-frère va vous conseiller une voiture alors qu'il n'est pas du tout mécanicien ni connaisseur, etc. Finalement, ça va beaucoup plus vous influencer que l'avis d'un expert, d'un champion d'automobile, etc. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont plus lointains. Donc même s'ils ont une vraie légitimité, ils vont pas avoir la légitimité du cœur, ils vont pas avoir l'influence du cœur. Donc on est très très influencé par nos proches. D'ailleurs, hein, les rois, les reines, les grands décideurs ont souvent un certain nombre de failles du fait de leur entourage, et du coup ils écoutent des gens qui ne devraient pas forcément écouter, qui vont les influencer alors qu'ils n'ont pas de légitimité dans l'exercice du pouvoir. Voilà. Donc ça c'est très important. Bref, tout ça pour dire que ces émotions, cet instinct, ces hormones vont nous inciter à prendre l'essentiel de nos décisions. Bon, ça, c'est toute l'histoire de la philosophie, hein, la lutte entre les passions et la raison, c'est souvent les passions qui l'emportent, et il se trouve que la raison a souvent du mal à réfréner l'influence de ces passions, et va même parfois être asservie par ces passions, hein. C'est-à-dire que le biais de confirmation, hein, c'est-à-dire là aussi c'est une façon de penser qui fait que globalement, devant un nouvel événement, on va l'interpréter de façon à ce qu'il ne remette pas en cause ce qu'on pensait avant. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez pu suivre un certain nombre d'événements récents, mais par exemple, quand le Covid est arrivé, qu'on s'est tous retrouvés en confinement à se poser des questions sur nous-mêmes, le monde et l'avenir, on a beaucoup parlé du monde de demain. Et ce monde de demain, c'était formidable parce que tout le monde l'appelait de ses voeux, mais c'était en fait, personne n'était d'accord. Parce que tout le monde avait une explication de pourquoi le Covid est arrivé, pourquoi ça nous tombe dessus comme ça, qui était complètement en cohérence avec l'interprétation du monde qu'on avait précédemment. Vous avez des gens qui disaient c'est parce que le capitalisme, vous comprenez, c'est très mal adapté et donc on montre bien que ça fait des catastrophes. D'autres qui disaient c'est la nature qui s'est vengée parce que le pangolin, tout ça, et donc tout ça c'est finalement un juste retour des choses. D'autres enfin qui pensent que l'État est incapable, et encore une fois il a démontré que l'État est incapable et qu'il n'y a que les entreprises qui sont là pour trouver des solutions. Donc on a bien vu dans ce grand débat que finalement une analyse d'un fait unique, et globalement à cette époque inexpliqué, hein, parce que finalement on ne savait pas très bien d'où ça venait ce machin, et en fait tout le
monde avait non seulement une explication avant les scientifiques, mais en plus une explication qui était cohérente avec sa façon de voir la vie en général. Voilà. Donc ça, ces éléments sont à prendre en compte dans l'influence, on va dire, de particulier à particulier. Et maintenant, avec le fait qu'on a de plus en plus de données, enfin, tu parlais des réseaux sociaux, du fait qu'on reçoit, ton exemple avec le Covid est quand même assez parlant. Est-ce qu'on n'est pas un peu, en fait, est-ce que cette transformation digitale ne nous noie pas un peu, en fait, sous les données? Et est-ce que la donnée qu'on reçoit, c'est une donnée en laquelle on peut avoir confiance? Quand on a discuté ensemble, tu m'as beaucoup parlé de tout ce qui était fake news et de l'évolution en fait de justement des informations qu'on reçoit aujourd'hui versus celles qu'on pouvait recevoir avant. Alors, je remonte un petit peu en amont de ta question, parce que le sujet, c'est qu'on a, bon, là je vous ai un petit peu exposé comment est-ce que les uns les autres on s'influence en utilisant j'allais dire, nos atouts humains. Ce qui est compliqué, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire c'est d'avoir une influence de masse, parce que finalement, moi, au bistrot, je vais pouvoir influencer les gens qui sont dans le bistrot. Mais comme personne ne me voit, ne m'entend ou ne me sent ou ne me touche, leurs sens vont être absolument épargnés par mon récit. Bon, ce qui me frustre un peu, mais c'est comme ça. Et je ne pourrai donc pas les influencer. Donc si je veux, moi, influencer les masses, j'ai besoin d'un média. J'ai besoin d'un média de masse. Et donc, depuis toujours, depuis que les pouvoirs un petit peu centralisés et constitués sont apparus, on a cherché, en tout cas les gens qui détenaient ce pouvoir, pour influencer les masses, ont cherché à développer des médias, hein, qui sont simplement un moyen d'essayer de diffuser tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire de toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent penser ce que j'ai envie qu'ils pensent. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que en fait, il y a un média qui est très très là aussi spontané, très naturel, très natif à l'être humain, c'est la rumeur. La rumeur, c'est le média des humbles, c'est-à-dire que bah voilà, moi je vais justement dans mon bistrot, je vais te dire un truc, tu vas rentrer chez toi, tu vas en reparler, tu vas machin, etc., etc. Et donc cette rumeur, elle a une capacité d'abord à diffuser très rapidement des informations. Donc c'est vraiment une traînée de poudre. Le seul problème, c'est qu'elle les déforme. Elle déforme ces informations parce que le bouche à oreille, au bout d'un moment, c'est plus complètement ce qu'on a dit dans la source. Donc, les premiers, on va dire, pouvoirs constitués ont cherché à installer des médias centralisés qui diffusent vraiment une information contrôlée, de façon à mieux lutter contre la rumeur. Pourquoi? Je remonte encore en avant. C'est parce que quand je veux pérenniser un pouvoir, il faut que j'ai un storytelling, il faut que je raconte pourquoi est-ce que ce pouvoir ne doit plus me quitter. Quand on vient sur les premières sociétés humaines, en tout cas connues, documentées, etc., bon, alors même un peu, on va dire un peu moins loin, on va dire entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, par exemple, il y avait des pratiques. Par exemple, l'Empire romain, au début, était une république. Donc il y avait des gens qui avaient un pouvoir immense, mais à un moment donné, leur mandat s'achevait et ils perdaient ce pouvoir. Il y avait à nouveau une élection, indirecte ou directe, hein, peu importe, qui redonnait un pouvoir à cette même personne ou alors qui en donnait un pouvoir à une autre. Et quand on prend les barbares qui ont renversé l'Empire romain, ils n'avaient pas le même système, mais c'était plutôt des chefs qui se faisaient élire par j'allais dire, des membres de leur peuple et qui étaient alors des hommes, hein, désolé, mais des hommes libres. C'est-à-dire qu'ils ils avaient une liberté et qu'ils manifestaient cette liberté pour choisir leur propre chef. Or, à un moment, dans l'Empire romain par exemple, eh bien, petit à petit, ce pouvoir républicain s'est éteint et a été remplacé par un pouvoir impérial. Et donc, le lien de légitimité entre le peuple et son gouvernant a été effacé à ce moment-là. C'est-à-dire que comme le peuple n'exprimait pas sa volonté à dire ça sera lui qui va me diriger, et ben du coup, il n'y avait plus de légitimité par rapport au peuple. Donc finalement, c'était illégitime. Donc les empereurs
ont commencé à expliquer qu'ils avaient un pouvoir quasi divin et qu'eux-mêmes étaient des personnalités divines. Donc quand on commence à dire ça, ben, il faut le faire rentrer dans la tête des gens parce que c'est pas naturel. Tout d'un coup, le type il est élu et puis le coup d'après, on nous explique que non, il n'est plus élu. Ça sera forever notre chef, mais c'est bien pour nous parce qu'en fait c'est un dieu. Bon, donc il faut quand même vendre le machin. Il faut un peu le répéter, le répéter, le répéter. Donc pour ça, ils avaient des organes de diffusion qui étaient assez performants. Mais surtout, il fallait éviter que la rumeur vienne contredire cela. Si l'empereur il avait une maladie, s'il se comportait pas vraiment comme un dieu devait se comporter parce que bah, il avait ses petites manies, ses petits vices, ses petits tout ce qu'on sait. Et donc en fait, eh ben, il fallait que le pouvoir puisse d'un côté camper une posture qui était en fait une imposture, et que l'information due à la rumeur soit complètement coupée. Donc il fallait contrôler au max cette information. Or, bah, c'était formidable parce qu'à l'époque, l'information, c'était du bouche à oreille. Donc s'il y a 3 personnes dans une chambre, a priori, il n'y a que 3 personnes qui peuvent la diffuser. Donc si je fais un contrôle strict et qu'ils vont la diffuser à d'autres personnes, mais à chaque fois par bouche à oreille, donc ça va prendre un petit peu de temps. J'ai pas quelqu'un qui a Twitter en live qui va prendre une photo, puis ça y est, c'est foutu. Donc bah là, on a, et puis en plus comme à l'époque, on n'avait pas de problème pour utiliser la force, hein, si en plus vous diffusiez ce type d'information, ça allait mal se passer pour vous si vous faisiez gauler. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a mis le contrôle de l'information au service de postures de pouvoir qui étaient censées légitimiser, oui, légitimer plutôt, une pérennité dans dans ce statut de chef, quoi. Voilà. Donc ça vient de là. Et du coup, comme les technologies de diffusion de l'information étaient très archaïques, on ne pouvait, alors là, j'allais dire le premier grand média, le média de masse à l'échelle, on va dire multicontinentale, ça a été finalement l'Église chrétienne. On a fait de cette religion, qui a un pouvoir de diffusion de grandes valeurs ou de grands messages, on a utilisé le fait qu'elle était très populaire, le pouvoir s'en est saisi, a créé sa propre légitimité. Alors bon, l'empereur romain qui était Constantin au début a pas dit je suis fils de Dieu parce que le job était pris hein, déjà, mais il a dit je suis vicaire du Christ, c'est-à-dire représentant de Dieu sur terre. Et donc ça lui donnait un rôle qui pouvait expliquer que finalement c'était très bien. Donc il y a eu en fait récupération d'un média qui était la religion, appropriation par le pouvoir, qui est donc en fait on a pu diffuser beaucoup plus largement avec l'organisation de l'Empire romain et le storytelling, le côté très émotionnel d'une religion aussi forte. C'était un peu pareil pour les autres. Hein. Et donc on en a fait finalement tout ce qu'on voit encore aujourd'hui avec tout un système très hiérarchisé d'évêques, de prêtres, de formations, d'écoles qui diffusent des choses, etc., etc. Ça coûte énormément d'argent et c'est très compliqué à mettre en place. Parce qu'il faut payer les prêtres, parce qu'il faut les former, parce que il faut s'assurer que tout le monde a l'information, etc. À une époque où, si vous voulez, pour traverser l'Empire romain, c'était des semaines à cheval. Donc c'est pas j'envoie un mail et puis merci, quoi. C'était vraiment très, très complexe. Donc en fait, d'autres technologies sont arrivées, plus efficaces quand même, donc ça a commencé par l'imprimerie. Donc l'imprimerie, c'est très intéressant parce que ça a permis finalement l'émergence du protestantisme, qui était finalement un média concurrent. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ont dit, moi je suis désolé, quand je lis les évangiles, c'est pas ce qu'on me raconte à la messe, et il y a plein de trucs qui sont pas du tout fidèles avec ce que je lis. Bon, les cathares ont essayé, hein, mais ils ont essayé avant l'imprimerie. Du coup, ils n'ont pas eu suffisamment le temps de déployer ce qu'on appelait à l'époque leur hérésie, hein, leur façon d'interpréter la religion. Et il y a eu une réaction extrêmement violente de la monarchie française et de l'Église catholique pour écraser ça et dire, moi, vous comprenez, ce média-là, il ne peut pas venir concurrencer le mien, parce que si je commence à avoir un média concurrent, on va expliquer que je ne suis pas si divin que ça va créer des oppositions, et donc mon pouvoir va être un peu plus faible. Donc l'alliance entre le glaive et l'épée,
ça date de Constantin. Ça a été très bien repris par la monarchie française, encore une fois, qui s'est fait comme ça, une alliance entre un média et le pouvoir. L'imprimerie arrive, et là, Martin Luther, Calvin, etc., ils écrivent des choses, ils les envoient à des prêtres dans toute l'Europe, et quand la répression arrive, c'est trop tard, l'information est trop diffusée. Donc on voit bien que l'arrivée d'un nouveau média qui est l'imprimerie, à l'époque, c'était un média d'élite, parce que personne ne savait lire en dehors, justement, des prêtres, de quelques bourgeois et de l'aristocratie. C'était ça. Mais c'est pas grave, ça a fini par convertir un certain nombre de prêtres, qui eux-mêmes ont converti leur paroisse. Donc ça a fait ça. Donc on voit bien que la technologie médiatique va avoir un impact très fort sur la façon dont on peut exercer le pouvoir. Et quand on va plus loin que l'imprimerie, après il y a eu la presse qui diffuse beaucoup plus vite, à une population lettrée, parce qu'en fait, si vous voulez, je reviens sur, bon, pardon, je suis historien, donc je parle beaucoup d'histoire, mais quand on arrive en fait à la Révolution française, les révolutionnaires arrivent, mettent à bas le système monarchique, et quelques années plus tard, après Napoléon, bim, restauration. Donc ils ont à nouveau un Bourbon, un roi, etc. Donc les républicains, ils se disent, OK, le prochain coup, c'est plus possible, on ne peut plus laisser l'Église, qui est la seule à avoir un rôle d'éducation et de transmission de valeurs. D'où le fait que dès qu'ils arrivent au pouvoir, les républicains, ils font l'école de la République. Et l'école de la République, finalement, c'est un média qui est là pour former, pour diffuser les valeurs de la République. C'est-à-dire qu'au lieu du Notre Père, d'un certain nombre de trucs, on avait la Marseillaise, on était finalement dans des écoles qui étaient magnifiques. Quand vous passez aujourd'hui dans les grandes villes, que vous voyez les vieilles écoles, c'est des cathédrales, c'est des églises, c'est pareil, c'est les mêmes méthodes d'influence au service de la République. Et qu'est-ce qu'on apprenait? Pas seulement à lire et à compter, on apprenait de l'éducation civique, comment être un bon citoyen, c'est de la morale. Ce sont des valeurs qui vont vous dire ça c'est bien, vous vous comportez bien, ça c'est mal, vous vous comportez mal. Et donc en fait, pour lutter contre le pouvoir monolithique de ce média qui était devenu l'Église aux mains d'un pouvoir, là je ne critique pas le catholicisme, ce que je dis c'est qu'il a été utilisé comme outil de pouvoir. C'est très différent. Et donc en fait, ce média, ces journaux ont commencé ensuite à être diffusés auprès d'une population qui était capable de les lire parce que formée par l'école de la République. Est arrivée la télé, enfin avant la radio. La télé, pareil, c'est encore mieux parce que c'est sensationnel. Je reviens sur ce que je disais au début. Si je veux influencer des gens, il faut que je fasse appel à leur sens. Là, j'ai du son, j'ai de l'image, j'ai des super storytellers qui me font des trucs en couleur. Je m'y crois. Donc, j'ai une capacité à être convaincu beaucoup plus forte que si je lis des caractères noirs sur un fond blanc, qui est le principe de la presse. Donc, la télévision a écrasé complètement les autres médias en capacité d'influence. Elle est très puissante, mais elle est très facile à contrôler, la télévision. Parce qu'en fait, vous avez un élément qui diffuse, et c'est très capitalistique de créer à l'époque une chaîne de télévision. Donc, soit il faut être quelqu'un de l'élite assez fortuné, soit il faut être le pouvoir lui-même. Donc, finalement, à partir de là, moi, je peux continuer à filtrer l'information, c'est-à-dire à planquer, comme si je suis président de la République, le fait que j'ai la francisque et tout en continuant, en me présentant comme un rempart à l'extrême droite, par exemple, à planquer l'existence d'une fille, à planquer ma maladie. Donc tout ça, c'est arrivé, enfin, je veux dire, dans les années 80-90. 15 ans après, un ministre du budget ne peut plus planquer sa fraude fiscale. Où va le monde, quand même? Le secret bancaire suisse, sacro-saint secret bancaire suisse, est balancé sur des blogs parce que les médias sociaux sont arrivés et ont empêché le contrôle de l'information parce que c'est du peer-to-peer. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec les médias sociaux? On a outillé la rumeur. On lui a donné une capacité, une crédibilité parce que, en fait, il y a de l'image, il y a du son, ça me convainc, et surtout, comme la télévision m'a mis dans la tête que si c'est dit à la télé, finalement, c'est que c'est vrai, sur YouTube, quelque part, c'est presque pareil. Donc, en fait, vous mettez dans les mains des outils d'influence aux types qui sont dans les bistrots.
faux. Voilà. Donc, ça génère d'abord un changement total sur le contrôle du pouvoir, on vient d'en parler, mais aussi sur le fait que on est maintenant des milliards à pouvoir produire de l'information, produire de la donnée. Donc on quitte un monde où l'information était très, très rare, elle était, enfin l'information je veux dire, euh, en base de données ou écrite, etc. Elle était chère à produire et elle était plutôt de bonne qualité parce que les gens qui voulaient ce type d'information demandaient quand même que ça soit contrôlé, etc. On avait le temps de le faire et finalement elle était très bien contrôlable. Bon, vous quittez ce monde-là et vous arrivez dans un monde où l'information elle est pléthorique, elle est de mauvaise qualité parce qu'il y a beaucoup de fake news, parce qu'elle se périme très vite et en plus elle est diffusable à l'infini. Donc le sujet n'est plus c'est l'information qui fait le pouvoir dans le terme j'ai une information, je la garde secrète et je vais pouvoir m'en servir à la différence des autres qui l'ont pas pour asseoir mon pouvoir ou pour l'utiliser. L'enjeu n'est plus de l'avoir l'information parce que maintenant elle s'échappe tout de suite. L'enjeu c'est d'être capable de trier l'information utile du bruit. Donc, c'est le principe de la mine d'or. Hein. Tout le monde nous explique que les données, c'est une mine d'or. Vous savez ce que c'est qu'une mine d'or? Une mine d'or, c'est un trou béant, un peu dégueulasse, là, au milieu du sol. Et pour aller chercher une petite pépite, il faut que vous charriez des tonnes et des tonnes de boue. L'information, c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il vous faut des outils extrêmement puissants pour être capable d'isoler l'information qui va vous servir et qui est suffisamment fiable pour servir de base à votre raisonnement ou à votre décision, de tout ce qu'on vous balance comme information pourrie, quoi. Ouais, ça me fait penser tout ce que tu dis. Maintenant, si on ramène ça, en fait, au niveau de l'entreprise, quand on a préparé du coup ce webinaire, on a beaucoup parlé de culture d'entreprise, justement, d'arriver à faire passer des messages. Et du coup, comment moi, en tant qu'entreprise ou en tant que leader, tu vois, que ce soit au niveau de ma marque, comment je fais pour finalement éviter ces rumeurs et éviter qu'il y ait des informations qui partent dans tous les sens, maintenant que la Alors, tu data ne est peux pas plus l'éviter. facile. Tu ne pourras pas l'éviter. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, les gens, avant, quand on voulait vivre heureux, on vivait caché. Hein, tout le monde disait, moi, là. Et puis les grands puissants qui étaient exposés, ils avaient tout un dispositif pour contrôler leur image. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, vous parlez dans le bruit, d'une part. Donc, ça veut dire que votre message n'est pas forcément entendu, mais qu'en plus, quand vous parlez au milieu de gens qui vous regardent. Donc, tous les secrets partent, et donc, il faut concevoir sa stratégie d'entreprise, mais aussi son mode de management, etc., etc., et les valeurs qu'on va choisir, non pas en se disant ces valeurs sont vachement porteuses, c'est bien et je vais pouvoir vendre en m'appuyant sur elles, et puis de toute façon je m'en fous comment je produis parce que personne ne le sait. Ben non, en fait vous allez d'abord vous dire est-ce que moi je suis capable de les implémenter, parce que si je les déclare et qu'à côté je fais le contraire, je vais me faire gauler, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça n'est plus la question comment éviter le scandale, le point c'est quand le scandale arrivera, comment je serai défendu ou comment je me défendrai. Voilà. Si vous avez des marques qui sont des marques jugées sincères par une communauté de clients, hein, qui vont finalement se comporter comme des ambassadeurs plus que comme des acheteurs, et ben, il se trouve que quand cette marque va être attaquée, comme ils auront une sorte de fierté vis-à-vis de cette marque, ils vont se sortir eux-mêmes attaqués et ils vont défendre la marque. On a vu ça par exemple avec le slip français. Le slip français qui se prend un bad buzz épouvantable, il n'était pas pour grand-chose. Il a été assez maladroit dans sa réponse en tant qu'entreprise. En tout cas, ça a été assez critiqué. Mais en fait, le lynchage qui était en cours s'est transformé en engueulade, en dispute. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu tous les bâcheurs qui sont arrivés en disant c'est honteux, c'est machin, ces trucs et tout, mais les partisans sont arrivés dans la mêlée et ont défendu leur marque. Bilan, elle est repartie plutôt bien. Ça a duré plus que si c'était un lynchage, puis la mort, puis plus rien, parce qu'ils sont défendus. Et maintenant, en fait, ils ont rebondi dessus et c'est plutôt bon. En plus, ils ont tiré un certain nombre d'enseignements pour que la prochaine fois que ça leur arrive, ils ont dit non, non, mais attendez, regardez, j'ai tenu ça. Donc ça
c'est important, c'est aujourd'hui la sincérité, euh, c'est quelque chose qu'on doit appliquer au sein de l'entreprise au moment où on se dit qu'est-ce qu'il va falloir que je dise. Moi, quand j'étais petit, on me racontait souvent, enfin, on faisait une petite allégorie comme ça, on disait plus le singe monte haut, plus il montre son derrière. Donc en gros, avant de grimper au mât, vous faites quand même gaffe de ne pas avoir un trou dans le pantalon. Voilà, c'est ça. Donc quand vous montez au mât, c'est que vous saisissez j'allais dire, d'une valeur sociétale X ou Y qui buzz bien, etc. Mais si vous montez là-haut, tout le monde va voir que vous n'êtes pas légitime si vous ne l'êtes pas. Mais de toute façon, même si vous êtes légitime, vous allez quand même vous faire attaquer. Parce que sinon, c'est pas drôle. Parce que plus personne n'est d'accord à notre époque, ma bonne dame. Et du coup, dans tout ce que tu dis, moi, je retiens la partie sincérité, légitimité, beaucoup d'authenticité. Et en fait, bah, au niveau management, parce qu'on peut pas être derrière chaque personne qui est dans l'entreprise. Et tu vois, typiquement, le CEP français, ils auraient très bien pu avoir un project manager qui est pas aligné avec tout ça et qui prend des décisions dans son coin. Donc, comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, ou juste au niveau managérial, comment je fais pour que ça devienne une façon de penser, une façon d'agir en fait au sein de ma boîte ou de mes équipes. Alors, la culture de la sincérité, c'est quelque chose qui est très... Et de la transparence. En fait, la transparence, tout le monde la demande, mais c'est très traumatisant. De toute façon, on est tous comme ça, on demande des choses aux autres qu'on veut surtout pas s'appliquer à soi-même. Hein. C'est comme la bienveillance, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est élevé à la bienveillance depuis 20 ans, et il y a qu'à regarder les commentaires sur Twitter lors d'un match de foot ou d'un débat télévisé, et là, on voit tout de suite que Oui, non, la on n'y est jungle. pas. Voilà. Donc, c'est pareil un petit peu sur la transparence. La transparence, euh, pour quelqu'un qui est en responsabilité, ça peut être extrêmement traumatisant. Surtout qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de se mêler de sujets qui n'étaient pas du tout leur tasse de thé il y a encore quelques dizaines d'années. À une époque, une entreprise, c'était un centre de profit qui faisait du chiffre d'affaires, qui essayait de dégager une marge et qui éventuellement payait ses employés, mais si elle pouvait les payer pas trop, et ben en fait, c'était pas si grave. Alors il y avait des grands patrons paternalistes, comme on disait à l'époque, hein, qui disaient bah moi je suis pas obligé de payer les ouvriers mieux qu'à côté, mais je vais quand même le faire parce que je trouve que c'est bien. Mais on n'était pas obligé de le faire. Voilà. Aujourd'hui, une entreprise, bah, on lui demande d'être une entreprise citoyenne. On lui demande, euh, en fait, d'appliquer un certain nombre de valeurs morales. Alors, on lui demande, pourquoi on lui demande? Bah, d'abord, le phénomène des influenceurs a un petit peu fait gamberger les marketeurs et les patrons d'entreprise. Quand on a vu arriver les médias sociaux, tout le monde s'est dit formidable, je vais pouvoir discuter avec mes clients et je vais devenir encore plus proche d'eux et je vais devenir leurs amis. Hein. Et donc, bah, je partirai en vacances avec eux, je saurai tout sur eux et puis eux, ils m'aimeront. Comme ça, quand je montrerai mes prix, bah, entre amis, on ne parle pas d'argent. Donc, si vous voulez, voilà, c'est comme ça. Donc, tout le monde s'est dit, c'est formidable. En plus, j'ai plein de données, donc je vais pouvoir devenir pertinent. Donc, moi, je vais m'adresser à toi d'une façon différente. Je vois qu'il y a Chloé qui est là, je vois qu'il y a Claire Guérin qui est là, etc. Je vais m'adresser à ces personnes de façon différente parce que j'ai des informations sur elles qui ne sont pas les mêmes. Donc on passe d'un air marketing, j'allais dire, très basé sur la répétition qui fait la réputation. Hein. C'était un très grand publicitaire qui a fait la publicité française. Hein. En fait, il fallait répéter, répéter, répéter. Pourquoi? Parce que le média principal, c'était la télé, que la télé, elle était dans votre salon, que votre salon, a priori, s'il est chez vous, c'est qu'il n'est pas au milieu du supermarché, et que si vous êtes devant la télé, c'est que vous n'êtes pas non plus en train de faire vos courses. Donc ça veut dire qu'il va se passer du temps et de l'espace entre le moment où vous allez recevoir une publicité envoyée par la réclame de l'époque, et vous regardez votre série et c'est un mardi soir, et le moment où vous allez faire vos courses au supermarché, qui va plutôt être samedi. Et entre le mardi soir où vous avez reçu mon information en disant je suis le meilleur, il faut que vous achetiez mon produit, et le samedi, il va se passer beaucoup,
beaucoup de temps et vous aurez beaucoup, beaucoup de spots de pub qui vont vous faire oublier mon message. Donc, ma seule façon Ce qui au n'est plus le moment de cas avec passer... les réseaux sociaux. Je vous ai pas entendu, pardon. Pardon, je disais ce qui n'est plus le cas avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc ça, ce phénomène-là va obliger à l'époque j'allais dire l'annonceur de répéter, 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 répéter. Comme ça, vous l'avez dans le crâne, et quand vous passez avec votre caddie à côté des yaourts machin, bah vous prenez vos yaourts machin parce que, en fait, on a utilisé, c'est ce qu'on appelle le biais de familiarité. C'est-à-dire quand je connais quelque chose, j'ai moins peur de cette chose, j'ai plus confiance, c'est comme ça, c'est grégaire, mais on ne peut pas faire autrement. À partir du moment où Internet arrive, même pas les médias sociaux, Internet tout simplement, bah, dès que je suis touché par une volonté de faire un acte d'achat, je suis à un clic de l'achat. Je me connecte, je rentre mon truc. Donc j'ai plus besoin de mémoriser puisque je vais l'acheter tout de suite. Donc on va utiliser finalement le temps et l'énergie du message qui était pour répéter, 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 répéter. On va l'utiliser pour me toucher. Donc on peut parler plus long. On peut me faire de plus belles histoires, de plus belles images. On peut d'ailleurs s'adresser à moi comme on s'adresse pas à d'autres ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y aura plus de pertinence, on aura plus de temps pour éventuellement m'émouvoir de façon à ce que j'agisse immédiatement. Voilà. Donc ça, le simple fait de passer d'un média télévisuel à un média Internet va faire que on n'a plus besoin d'utiliser les mêmes tactiques pour m'amener à la consommation et pour m'influencer. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus du coup de ta question. Non, mais tu y as plus ou moins répondu. Mais du coup, en fait, ça m'amène à penser, et c'était la dernière partie, que du coup, on se retrouve avec des entreprises qui, si elles veulent toucher tout le monde, elles sont obligées d'avoir finalement 15 sujets de bataille. On a souvent l'écologie ou ainsi de suite. Et du coup, est-ce que ça finit pas par se... Enfin, tu vois, moi, typiquement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont les mêmes. Et j'ai pas l'impression, tu vois, quand Air France me dit qu'ils sont super écolos, j'ai du mal à les croire. Ils font voler des avions et ainsi de suite. Est-ce que, en tant qu'entreprise, si je veux que ces valeurs, elles soient vraies, parce qu'on parlait d'authenticité, oui, de sincérité avant, est-ce qu'il faut pas, en fait, juste en avoir moins des valeurs et se concentrer sur quelque chose en particulier, Bah, tu viens de et dire comment quelque on fait chose ça, en fait? d'important, c'est la perte de singularité. C'est-à-dire que je reprends mon point de tout à l'heure. À partir du moment où moi, en tant que marque, je veux devenir ton ami pour que tu me donnes toutes les infos possibles et que je sois le plus pertinent pour te vendre mes produits, il va falloir que j'ai des sujets de conversation avec toi. Donc, je vais commencer à m'intéresser à tes centres d'intérêt et je vais avoir un avis dessus parce que je vais me construire une personnalité de façon à ce que, comme je disais au début, il n'y a pas plus efficace comme influenceur qu'un autre individu. Donc, les entreprises qui sont des machines, hein, des regroupements d'individus, c'est pas une seule personne. On n'est plus avec le petit artisan qui fait tout dans sa société et qui incarne complètement sa société. Donc, tout ça, c'est finalement faire des personnalités un petit peu artificielles, mais qui doivent être le plus possible dans une capacité à influencer parce que ils ont une singularité, on les reconnaît et finalement on les aime bien. Donc l'entreprise devient donc obligée quelque part de s'intéresser à ces sujets-là par la marque pour avoir ce niveau de proximité avec leurs clients, donc ils vont se mêler de ces grands sujets, mais aussi par l'employé de plus en plus. C'est-à-dire que nous sommes une génération, plus toi que moi, hein, moi c'était, ça allait maintenant, mais en début de carrière c'était un peu moins le No cas, comment. voilà, euh, qui va demander à son entreprise d'avoir un engagement sociétal, ce qui est là aussi nouveau. Avant, alors bon, évidemment, comme chaque génération passe sa vie à juger la génération d'avant en disant qu'ils n'avaient pas les bonnes valeurs et que eux, c'était facile. Bon, ça c'est toutes les générations depuis que le monde est monde. Mais nous, en fait, on va dire, bah ouais, mais en fait, les autres, ils n'avaient pas besoin de sens. Et aujourd'hui, il y a un éveil du sens. Donc, on cherche le sens dans son travail, alors qu'avant, les gens, ils s'en foutaient, ils voulaient juste un salaire. Bah, moi, je trouve que ça, c'est exagéré.
C'est-à-dire que l'humanité est sortie de la misère absolue. Alors, ne parlons que de l'Occident, parce que l'humanité n'est pas complètement sortie de la misère absolue. Mais parlons de l'Occident. Elle y est sortie, on va dire, depuis grosso modo les 30 Glorieuses. Donc, c'est extrêmement récent. Quand on prend des générations qui ont connu la guerre, la famine, la misère, qu'on les met dans des entreprises qui payent tous les mois un salaire à peu près confortable, qui peuvent leur permettre d'acheter un pavillon, une automobile, un lave-linge et de remplir le frigidaire, je peux vous dire que pourquoi est-ce qu'ils bossent? Ils le savent tout de suite. Parce qu'ils ont connu des épreuves qui font que, en fait, le simple fait de ne pas travailler dans ces entreprises, ben, en fait, vous crevez de faim. Donc, en fait, le sens du travail, c'est justement pour éviter de crever de faim, de payer des études aux gamins, etc., etc. Donc, cette génération avait, par la progression extrêmement rapide de leur niveau de vie, percevaient plus le sens de leur travail, même quand c'était un travail un petit peu chiant. Voilà. Nous, il y a plus grand monde, en tout cas dans nos entourages directs, qui peuvent crever de faim. Alors, il y en a qui gagnent plus que d'autres. On peut être au chômage, on peut machin, mais il y a tout un système qui fait que c'est moins aigu. Hein. Encore une fois, il y a de la misère, il y a tout un tas de choses, mais c'est moins spectaculaire. Donc finalement, une entreprise ne peut plus nous motiver en disant venez bosser chez moi, vous ne creverez pas de faim. Je veux dire, j'ai jamais vu ça dans une offre d'emploi ces 10 dernières années. Donc en fait, ça ne nous suffit plus. Donc on va dire pourquoi j'irai chez toi et pas chez toi. Et enfin, le sens de la vie, qui est là aussi un biais cognitif, hein, c'est-à-dire que l'être humain a besoin de se faire sa propre histoire et sa propre logique de vie, même quand il n'y en a pas. Hein. Les bons, les gentils, pourquoi est-ce que ça il lui est arrivé, il l'a bien mérité, si ça m'est pas arrivé que je le mérite, c'est injuste, etc. On a des grandes valeurs qui essayent de comprendre ce monde absolument incompréhensible qu'est le nôtre. Donc, j'ai besoin, moi, d'avoir une version du sens de la vie. Avant, ce sens, on l'avait au biberon. On naissait dans un endroit, dans une culture, on était très enracinés, au milieu de gens qui portaient les mêmes valeurs que nous, parce qu'il y avait ces grandes mythologies, ces grandes, abstractions, qui étaient d'une part les très grandes religions, et deuxièmement les très grandes idéologies. C'est-à-dire que le communisme, quelque part, a apporté un système de valeurs à des populations qui étaient cohérents. On racontait, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est machin. Là. Donc quand vous aviez ça, et surtout dans un monde qui à l'époque supportait mal la différence, c'est-à-dire que si vous étiez en dissonance par rapport à ce grand système de valeurs, ça ne se passait pas bien pour vous. Vous étiez jugé, voire même sanctionné. Voilà. Donc ça s'est effondré du fait de l'histoire, du fait des progrès de la science, du fait de la progression de l'individualisme, et surtout du fait que, ça c'est assez intéressant, le communisme a gagné des parts de marché, entre guillemets, spirituelles, sur les grandes religions, en disant tout ça c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous serez heureux dans un monde d'après si vous acceptez une vie de misère. Et moi je vous dis que tout ça c'est pour vous bourrer le mou, camarades ouvriers, parce que le patronat a intérêt à ne pas vous payer cher de façon à ce que vous puissiez entrer au paradis. Bon, il y a des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre, mais en tout cas ceux qui étaient pour, ils y croyaient. Et donc, le communisme progressant, finalement, de l'autre côté, il y a une contre-proposition plus libérale qui a dit le communisme nous explique que le bonheur, c'est pas dans une vie d'après parce qu'il n'y en a pas, donc ça doit être maintenant. Donc, il faut que je sorte de la misère. Et là-bas, le libéralisme, le capitalisme est arrivé en disant ouais, mais moi aussi, je peux vous faire sortir de la misère. Donc, avec mon système de production, de capacité économique extrêmement forte qu'avait ce capitalisme allié au libéralisme, ils ont répondu au communisme en disant ok, très bien, le bonheur c'est maintenant, pas de problème, moi tu auras une bagnole, un pavillon, un four à micro-ondes, un machin, un truc. Et donc en sortant de cette misère, l'humanité a été complètement émerveillée
par tous ces biens de consommation. Et on s'est dit, bah, finalement, arriver au bonheur, je veux dire, le chemin qui mène au bonheur passe par l'élimination de toutes les causes de malheur. Donc, la misère, la malnutrition, les guerres, les machins, les trucs. Donc en gros, remplissez votre frigidaire et vous allez être bien heureux. Et donc, on a du coup évacué les grandes religions et en faisant ça, on est devenu matérialiste. Sauf que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourquoi? Parce que nous sommes des individus qui avons besoin d'une spiritualité. Et quand on a jeté les grandes religions, on a jeté avec la spiritualité. Notamment, parce que la spiritualité peut être laïque. Hein, ça s'appelle la philosophie finalement. Les philosophes donnent un sens à la vie non déiste. Enfin, Saint Augustin était déiste. Mais un certain nombre de grands philosophes vous expliquent des choses sans forcément faire une référence à Dieu. Donc on s'est retrouvé à un moment à rejeter complètement ce qui fait le sens de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Et donc, comme ces grandes religions sont effondrées, eh ben, la nature ayant horreur du vide, tout un tas de petites chapelles moralisatrices sont arrivées en disant ouais, si tu manges pas de viande, ça ira mieux pour l'humanité. Si toi, t'es plus inclusif, si toi t'es pour, et c'est très bien, hein, c'est intéressant. Je dis pas qu'il y en a qui ont raison ou tort. Je dis simplement que personne n'est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on est au milieu d'une dispute continuelle qui gagne les entreprises. Et comme on a moins facilement une réponse au sens de la vie, on va s'accrocher à notre boulot pour en donner. Donc, en fait, on ne va plus à l'église, à la mosquée un peu plus, mais quand même, il y a quand même un certain nombre de pays où il y a on voit le même phénomène qui est en train d'arriver. En gros, il y a une baisse du caractère religieux qui va faire que des gens vont se réfugier dans leur boulot pour dire entreprise, trouve un sens à ma vie parce que moi je ne trouve pas. Voilà. Oui, et finalement, c'est pas tant le job des entreprises de faire ça. Je regarde juste le temps, il nous reste 10 minutes et comme je voudrais qu'on puisse répondre à deux, trois questions, est-ce que tu pourrais nous faire une petite conclusion globale sur, du coup, vu que tu vois, tout ce qu'on entend, c'est il y a de plus en plus de données, donc on est de plus en plus influencé. Et finalement, moi, ça me donne une impression qu'on est un peu perdu dans tout ça. On n'a plus les religions, on n'a plus le même cadre, on n'est plus biberonné avec une raison de vivre. Donc, comment est-ce qu'en fait, qu'est-ce que toi tu conseillerais aux entrepreneurs, aux entreprises, aux managers pour euh, en fait arriver à avoir des gens qui sont euh, contents du sens et des valeurs en fait qu'ils reçoivent. Des gens qui ont envie de Alors, rester, leur petit bonheur. d'abord, le premier point, c'est attention à la nostalgie. Ce que tu viens de dire et comment tu viens de dire, et ce que j'ai dit un petit peu avant, c'était de dire voilà, ça s'est effondré, avant c'était plus simple. Ouais, mais avant c'était dur quand même. C'était une société extrêmement dure. Et donc aujourd'hui, on est un peu tiraillé entre les guéguerres éthiques des nouvelles chapelles moralisatrices, certes, mais finalement ça s'appelle la liberté. Hein. Ça s'appelle la capacité de choisir en fonction de ce qu'on a en nous ou de ce qu'on croit, quelle secte moralisatrice pourra le mieux me définir. Donc, ça, c'est quand même bien. Après, le problème, c'est que la liberté, c'est flippant. Hein. C'est d'ailleurs dans toutes les enquêtes d'opinion, hein, on a toujours entre 35 et 40% des gens qui sont dans des démocraties qui vous disent est-ce qu'un système totalitaire ça vous irait? Et les mecs ils disent yes, comme ça au moins j'ai plus besoin de m'emmerder à prendre des décisions, ça sera toujours la faute du mec là-haut et c'est quand même vachement plus simple. Donc, on évite la nostalgie. 2, il faut comprendre les grandes valeurs du temps parce que sinon vous n'arriverez pas à influencer les gens puisque vous aurez des propos qui ne seront pas raccords avec les grands récits qui produisent de l'émotion. C'est-à-dire que même dans les mots que vous choisissez, hein, la forme de votre message va être extrêmement importante et donc il faut maîtriser ces techniques-là. Il faut se méfier également alors justement, la morale, c'est
intéressant parce que c'est un vecteur extrêmement puissant de communication, mais c'est vachement engageant. Donc, quand vous n'êtes pas à la hauteur de la morale que vous prétendez avoir, c'est dévastateur. Et si un beau jour, vous vous retrouvez dans une situation de management d'entreprise où vous devez prendre un certain nombre de décisions qui sont quand même pas hyper morales, hein, mais il faut sauver la boîte, et ben là, ça y est, c'est mort. Donc moi, ça, je le dis beaucoup à un certain nombre de start-upers, de machin trucs, ils disent c'est formidable, mais n'oubliez pas qu'une entreprise, c'est pas une secte, quoi. C'est pas un organe uniquement moral. Ça peut avoir une morale, ça peut avoir un sens, mais il faut faire attention à ne pas, enfin, je veux dire, il y a des mecs qui inventent une brosse à dents en bois et que le bois c'est plus écolo que le reste, c'est bien, mais c'est pas ça qui va sauver le monde. Donc calmez-vous les mecs. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, il faut être humble, ce qui n'est pas très à la mode, hein, au moment tous ces gens, enfin nous tous qui passons notre vie sur les médias sociaux à expliquer combien nous sommes merveilleux et nous faisons des trucs très très bons, le côté humble est difficile à camper. Donc ça c'est important. Ensuite, le leadership, ça n'est pas que de l'inspiration. Inspirer, c'est devenu absolument indispensable à notre époque. C'est-à-dire que le statut s'est tellement effondré que avoir un chef qui nous rase et qu'on ne trouve pas forcément compétent en plus, on aura du mal à le suivre. C'est comme ça. Avoir un chef hyper inspirant, bah, beaucoup plus. Sauf que si ce chef inspirant, il oublie de décider, il oublie de trancher, il oublie de faire faire peut-être, et ben au bout d'un moment, ça sera juste un beau parleur de plus et on arrivera un peu finalement avec le même rapport que les électeurs peuvent avoir avec leur gouvernement, c'est-à-dire c'est génial ce que vous dites, mais ça fait 25 ans que vous le dites et vous l'avez toujours pas fait. Donc on a une radicalisation des opinions publiques dans un certain nombre de pays, dont la France. Alors, on dit c'est les médias sociaux, on dit c'est comme si, on dit c'est la nouvelle génération, mais pas du tout. C'est qu'ils nous ont trop raconté des trucs qu'ils font pas. Et donc, ça rend les gens dingues. Voilà. Et ben, en entreprise, c'est pareil. Voilà. Et en entreprise, aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises, il y a une telle phobie de l'erreur que pour avoir une décision, c'est 7, 8, 10 signatures. Donc, les gens deviennent fous. Vous avez des gens qui bossent 6 mois sur un projet, ils en réfèrent à leur boss, et ils se rendent compte au moment de rendre le boulot au boss que c'est pas lui qui décide, et que le boss, il doit aller faire la tournée des étages, pour finalement se prendre un no-go. Ils ont bossé pendant 6 mois pour rien. Donc en fait, le sentiment d'inutilité qui fait que beaucoup de gens démissionnent, parce qu'ils ont l'impression que leur travail est dénué de sens, il vient non pas d'un problème de valeur porté par l'entreprise, il vient d'un problème d'inefficacité opérationnelle. Il faut déployer une entreprise agile. Tout ce qui est capacité d'action. Je me permets de t'interrompre du coup, merci Laurent, parce que je vois qu'on a quelques petites questions et qu'il nous reste 4 minutes. Donc du coup, il va falloir qu'on soit synthétique sur les réponses. Je vois Tom qui écrit comment se démarquer en marketing d'influence à une époque où l'information est diffusable à l'infini et où la tendance est à l'authenticité. Comment est-ce qu'on se démarque? Alors, d'abord, il faut se poser la question de à quoi on sert. C'est quoi le sens d'un métier? Je dis pas, si vous voulez, si vous êtes, je sais pas moi, un producteur d'énergie et que vous avez des valeurs RSE très sociétales sur des sujets d'inclusion, de machin et trucs, c'est bien, mais est-ce que ça va aller au service de votre positionnement et du sens de ce que vous faites? Aujourd'hui, le premier élément que vous devez aligner, c'est la marque, on va dire, commerciale, c'est-à-dire qui vous représente par rapport à vos clients, avec votre marque employeur et votre marque RSE, entre guillemets. Et ça, il faut être sélectif. Si vous passez votre vie à cocher toutes les cases parce que vous avez des gens qui vous disent ouais, ça c'est scandaleux parce que tu te positionnes pas là-dessus, puis pas là-dessus, puis pas là-dessus. En gros, tous les débats, un peu, toutes les polémiques qui se terminent par votre silence est assourdissant, vous ne vous êtes pas exprimé sur tel sujet. Bah non, parce que j'ai rien à dire. Voilà. Ou je ne suis pas légitime pour en parler. Donc il faut avoir cette capacité à dire là, c'est peut-être une valeur sociétale majeure. Bon, il y a une réglementation, il y a un truc, donc je vais m'aligner, mais quelque part, c'est pas mon combat majeur. Et donc moi, les conseils que je donne aux entreprises,
C'est trouver quelque chose qui vous soit singulier et qui soit complètement aligné avec la raison d'être de votre métier, pas que de votre entreprise. Je fais des chaussures, ça sert à marcher, ça sert à pas avoir d'ampoule, ça sert à courir vers tout un tas de trucs super, mais c'est des chaussures, quoi. C'est pas un médicament. Voilà. Et on avait une autre question, mais du coup, ça va un peu dans ce sens-là. Donc, du coup, comment définir une stratégie d'influence gagnante dans une entreprise ou un contexte B2B? Donc, Pareil, B2B, si vous voulez, on va moins être sur des valeurs sociétales grand public. On va être sur des populations à influencer qui sont moins nombreuses et plus ciblées. Et on va avoir j'allais dire, une quête d'utilité, c'est-à-dire on est là pour rendre finalement nos clients qui sont des entreprises plus efficaces, que ça soit en interne parce que ça coûte moins cher du coup de faire leur job, ou plus efficaces pour convaincre d'autres personnes. Donc le B2B, et puis autre élément qui vient tempérer ce que je dis, parce que on a tendance à opposer le B2B et le B2C. Parce que c'est des pros, vous comprenez, les pros, ils veulent ci, ils veulent ça. Ouais, mais en fait, maintenant, quand on arrive avec notre cartable le matin, on n'est plus comme avant. C'est plus comme c'est bon, j'ai pris les transports en commun, j'arrive dans mon entreprise et là, je suis Laurent Moisson professionnel et après, je serai Laurent Moisson, papa, etc., etc. Maintenant, vous répondez à des mails de chez vous, vous emmenez votre boulot chez vous, vos dossiers chez vous, et vous êtes sur vos médias sociaux perso au bureau. Donc en fait, la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, elle est là. Et ça fait que même un salarié, un professionnel, ne va pas laisser sa sensibilité éthique et politique au vestiaire. Donc vous avez moyen, même en tant que B2B, d'avoir un petit quelque chose de plus si vous touchez le cœur de l'acheteur qui finalement est certes un acheteur avec une lettre de rémunération qui lui oblige à faire ceci, à faire cela, mais qui va être aussi un être humain et qui va vous dire bon, ouais, je te fais un peu passer au-dessus de la pile parce que vraiment j'adore ce que tu fais. Voilà. Donc l'inspiration, ça marche aussi dans le B2B. Il ne faut pas forcément les opposer. Il faut juste raison garder, pas trop imaginer qu'on est toujours en train de filer des leçons de morale à la terre entière et ne jamais oublier que c'est pas parce qu'on a une conviction bien chevillée au corps sur ça c'est bien et ça c'est mal que le mec d'en face il pense la même chose. On est probablement à une époque où il y a le plus de divisions enfin, je veux dire, on n'est absolument plus d'accord sur rien. Hein. Donc, ouais, donc le moindre vraiment, sujet un peu comme ça, vous faites engueuler. Donc voilà, attention avant de déclarer des choses qui vous paraissent justes et bonnes. moi, ce que je retiens du coup de tout ce que tu dis, c'est effectivement le côté authenticité, ne pas tomber dans le côté moralisateur et en fait sélectionner son cheval de bataille, en avoir un au service de son produit ou de son service qu'on vend et en fait vraiment se concentrer là-dessus parce que finalement c'est là où on va être bon et c'est comme ça qu'on va éviter les rumeurs. J'essaye de du coup résumer un peu tout ça parce que je vois qu'il est l'heure. On a répondu à toutes les questions. Et là, en ce moment, on n'a que des messages du coup de remerciements pour toi, Laurent. Donc, je me joins à tout le monde pour te remercier pour cette fantastique intervention. Il y a un truc qui est assez fou, c'est que on a échangé du coup 2 fois et il y a eu enfin, c'est tellement dense en fait tout ce que tu as à dire. Il y a tellement de contenu que du coup, si ça vous a plu, je vous encourage vraiment à aller piocher dans les livres de Laurent, donc ceux qu'on a cités au début parce que je pense que vous allez vous éclater. Donc, je voulais te remercier en fait au nom de l'asso Alumni Paris, mais aussi du coup toute la partie entrepreneur de Montpellier. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs pour ceux qui sont là sur la partie entrepreneur, n'hésitez pas à contacter Loïc. Euh, qui saura vous mettre en relation. Et je rappelle du coup les titres de tes livres. Du coup, il y a De Jésus-Christ à Kim Kardashian, les techniques pour influencer les masses. Celui-ci. Voilà. Celui-là, voilà. Et du coup, le deuxième qui sort début mars, c'est lequel?
La quête Alors de oui, ça sens? c'est pas c'est un ouvrage collectif. Donc on a fait bosser beaucoup d'intellectuels, de philosophes, de neuroscientifiques, etc. sur la quête de sens. Vous voyez, donc ça c'est mon média qui s'appelle Les Déviations que vous pouvez voir beaucoup sur Facebook notamment. On fait beaucoup de vidéos qui ont eu beaucoup d'audience sur des gens qui changent de vie. Et on en a fait un premier magazine. Vous voyez, c'est lourd, hein, qui pèse son poids. Il se trouve que on a été contacté par les messageries de la presse, mais également par le plus grand distributeur d'ouvrages dans les librairies pour qu'on fasse une diffusion plus importante que ce qu'on avait prévu. Donc aujourd'hui, c'est commandable sur le site qui s'appelle lesdéviations.fr. Et à partir du 5 mars, je crois, ça devrait être dans les kiosques, dans un certain nombre de kiosques, parce que on en tire 20 000, donc on ne sera pas dans tous les kiosques de France, et dans un certain nombre de bonnes librairies. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Laurent, vraiment génial comme intervention. Et puis Merci. encore une fois, du coup je rappelle qu'il y aura un replay disponible sur YouTube aussi dans 4 jours pour tous ceux qui ont envie de réécouter tout ça. Et, euh, et ben merci à tous. Merci.